Tous les Français seront raccordés d'ici 2025, info ou atox? Je dirais que c'est une presque info ou c'est une presque intox, puisque la grande majorité des Français seront raccordés d'ici 2025, mais qu'il restera vraisemblablement quelques pourcents du territoire qui ne sera pas raccordable et donc qui ne pourront pas être raccordés. Mais il faut bien voir que c'est une situation qui est liée à la France, où la France a pris le parti de vouloir câbler tout un territoire. À l'étranger, les réseaux se développent au fur et à mesure des possibilités techniques, commerciales et de la géographie. Donc, voilà, donc c'est presque info et presque intox. Voilà. Peut-on concilier déploiement en temps record et qualité? Ah, ça c'est une vraie question. Le déploiement en temps record, c'est ce qu'on a fait en France. Et il est clair qu'il y a aujourd'hui des problèmes de qualité qu'il va falloir traiter. C'est notamment le rôle de l'association Credo, que je représente et que je préside, et qui justement réunit toutes les expertises en fibre optique d'une centaine d'organisations en France, et qui aujourd'hui publie un guide sur qualité, pérennité des réseaux FTTH, et aussi lance un label qui s'appelle Audit Qualité Pérennité Fibre. Ensuite, ce que l'on peut dire aussi, c'est que l'expérience que j'ai de ma casquette d'entrepreneur, qui est l'entreprise s'appelle CETIX, qui travaille dans 25 pays, c'est que dans d'autres pays européens, on a fait peut-être beaucoup d'efforts sur la qualité, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'abonnés. Et les délais de raccordement sont même pas longs, ils sont infinis. Donc, en fait, il faut concilier en effet le déploiement rapide et la qualité, parce que la qualité, c'est la seule façon que l'investissement qu'ont fait les opérateurs puisse fonctionner dans 10, 20, 30 ans. Car nous bâtissons les réseaux du futur. Voilà. Ah, un plan France usage des services du numérique est-il nécessaire? Alors moi j'ai un avis qui est peut-être pas l'avis de tout le monde, qui est que moi je considère que c'est la puissance publique d'aider à construire les infrastructures, et ensuite c'est à l'économie privée de valoriser usage et services. Et donc un plan France usage et services est peut-être utile, mais il est utile dans le sens où il va aider des entreprises à inventer et à mettre en place des usages et des services nouveaux. Voilà. Bon. Mode stock ou mode OI? Alors là, clairement, ma conviction est faite depuis longtemps, depuis plusieurs années. Le mode stock, donc c'est le raccordement par les opérateurs commerciaux, et ST, ça veut dire sous-traitance. Or, en fait, l'opérateur commercial n'est pas le sous-traitant de l'OI, de l'opérateur d'infrastructure, mais il est son client. Donc, en fait, le mode stock, c'est quelque chose de totalement bâtard sur le mode juridique, mais qui a permis d'assurer un déploiement rapide. Le problème de notre pays, c'est que maintenant, il va falloir passer à des méthodes de raccordement pérennes. Donc, est-ce que le mode OI, c'est la solution? Peut-être. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le mode stock n'est pas adapté à un réseau de qualité, tout simplement parce qu'il y a plusieurs intervenants qui interviennent dans des points de fragilité. Un réseau, c'est des ficelles, on appelle ça des arcs, et puis des nœuds, qu'on a, dans notre métier, c'est des PM ou des NRO. Et donc, quand vous avez 4 intervenants qui interviennent dans des points de mutualisation, c'est comme chez vous, s'il y a 4 femmes de ménage et vous ne leur dites pas quand est-ce qu'elles interviennent, vous aurez forcément des problèmes. Et donc, le résultat de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on a une économie, on a un réseau qui est déjà déployé. Maintenant, il va falloir pérenniser ce déploiement en trouvant une organisation qui permette de ne pas perturber le réseau chaque fois qu'un abonné se raccorde. Merci. Ah, les usages et services numériques remplaceront-ils les services publics? Alors, un service public, c'est au service du public. Donc le premier point qu'il faut bien comprendre, et ce n'est pas dans cette boîte à questions, c'est que d'abord il y a beaucoup de Français et de Françaises qui ne sont pas numériques. Et donc un service public s'adresse à des personnes qui n'ont absolument aucune appétence pour le numérique. Donc ce remplacement va mettre du temps. Moi je cite toujours l'exemple de l'automobile. Après la Deuxième Guerre mondiale, on voyait dans les rues de Paris encore des charrettes à cheval. Donc la voiture a bien remplacé le cheval, mais ça a pris du temps. Donc, de la même façon, ça va prendre du temps. Ensuite, le deuxième point,
c'est est-ce que les services publics seront numériques? Donc là, on est clairement dans un pays où on a un service public qui fonctionne, mais un service public qui n'est pas assez numérique. Je prends un exemple tout bête, c'est le cadastre géographique. Par exemple, en Espagne, le cadastre est numérisé depuis plus de 20 ans. Nous, on a à peine fini. Donc en fait, il faut numériser les services publics, et progressivement, les services publics vont assurer la transition numérique et offrir des services numériques au public. Et pour finir, je dirais qu'il y a un service public qui a très bien marché, et la numérisation a très bien marché, c'est la feuille d'impôt. Tout le monde aujourd'hui déclare ses impôts par Internet, et vous voyez donc que c'est possible. Le numérique était la solution à la problématique environnementale des territoires. Ça, c'est une bonne question, une vraie question. Alors, il y a plusieurs points dedans. Le premier point, c'est la problématique environnementale des territoires. Donc, il est clair qu'on est dans une époque où l'homme, la civilisation humaine, se rend compte qu'elle a un impact sur la nature et qu'on a quand même un rôle de ne pas trop perturber la nature. On n'est que locataire ici. Il faut laisser la terre dans laquelle on l'a trouvée. Donc, le numérique est évidemment une solution pour améliorer l'économie des territoires. C'est une solution pour diminuer les transports. C'est aussi une solution pour faire des économies d'énergie en mettant en place des capteurs. Alors, le nom technique, on parle des IoT, Internet des objets. Donc, tout ça est en train de se mettre en place. Moi, le seul message que je peux faire passer, compte tenu de mon expérience, c'est que ça va prendre beaucoup de temps. Autant il est facile de dupliquer un logiciel, et on voit des logiciels qui atteignent 50 millions d'usagers en quelques semaines, autant des problématiques comme l'environnement qui vont faire appel à des capteurs et à des changements d'usage vont prendre des dizaines d'années. Donc soyons modestes, mais résolument, utilisant le numérique pour résoudre les problèmes d'environnement des territoires et améliorer l'impact écologique des territoires. Sommes-nous prêts pour la fermeture du cuivre? Ça, c'est une question très intéressante que je vois aussi à travers de mon prisme des activités qu'a ma société CETIX à l'étranger, où il y a un certain nombre de pays où on a commencé des tentatives de fermeture du cuivre. Donc ce qu'on constate, c'est plusieurs choses. Premièrement, dans des environnements totalement libéraux, typiquement c'est les États-Unis, si un opérateur cuivre arrête, les gens font avec ce qu'il y a. Et donc, la question ne se pose pas qu'on est prêt ou on n'est pas prêt, il faut faire face à la fermeture du cuivre. Ensuite, je pense que le problème se pose pour la France. Sommes-nous prêts pour la fermeture du cuivre? Donc là, le débat est fort complexe, parce que d'une part, le FTTH, la fibre optique à la maison, c'est un réseau qui au départ était vu comme un gadget. Quand le plan France très haut débit s'est lancé il y a 10 ans, en 2013, un peu avant même, les gens ne croyaient pas. Moi, j'ai reçu un courrier d'un dirigeant d'un grand opérateur historique français qui m'a écrit pour me dire « Tu sais, ton truc, ça ne marchera jamais, ça sert qu'à avachir les Français devant le canapé et engraisser les multinationales américaines. » Donc aujourd'hui, Internet, le FTTH est un succès, mais étant devenu un succès, il faut ajouter des contraintes liées à des services essentiels. Alors il y a un mot magique qui s'appelle opérateur d'importance vitale, c'est-à-dire que l'État en France a identifié un certain nombre d'opérateurs d'importance vitale qui doivent toujours fonctionner. Ce n'est pas uniquement dans les télécoms, ça peut être par exemple l'électricité avec EDF et RTE. Donc aujourd'hui, les différents réseaux sont clairement pas prêts pour la fermeture du cuivre aujourd'hui, mais ça commence. Alors là, je suis désolé, je citais un territoire qui n'est pas à altitude, qui est l'Aisne. Dans l'Aisne, il y a 600 communes qui sont prêtes à être fibrées du jour au lendemain. Mais vous voyez, c'est un tout petit point, il y a 100 départements en France, il y a encore beaucoup de progrès. Donc en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est une démarche pour s'adapter à cette fermeture du cuivre qui va être de toute façon imposée par Orange, puisque Orange est l'opérateur historique. Orange développe en parallèle de la fibre, et un jour, il y a quelqu'un d'Orange qui va dire c'est un peu embêtant, on ne peut pas avoir de réseau en même temps. Mais l'opérateur historique étant aussi propriété de l'État, ayant aussi comme client des citoyens qui votent, ça va prendre un certain temps. Donc moi, je soutiens la démarche actuelle de concertation, d'expérience, et je suis sûr qu'un opérateur comme Altitude est prêt à avancer dans cette démarche et à assurer la fermeture du cuivre.
qui évidemment va lui donner plus de recettes. 3 mots pour conclure. Ben, merci beaucoup à l'équipe d'Altitude là, pour ces questions en boîte. Moi, je suis vraiment admiratif de la façon dont Altitude, depuis quelques temps, a pris le virage pour devenir un opérateur majeur en France. Et on a besoin, en effet, dans ce secteur, d'une consolidation et des acteurs forts et compétents. Merci. Merci. Voilà.